Il y a quelque chose que presque personne ne dit, et c'est que beaucoup de maisons ne sont pas en désordre par manque de temps ni par paresse, mais à cause d'habitudes silencieuses qui se sont collées à nous au fil des années. Des habitudes qui ne se voient pas à première vue, mais qui salissent, saturent et fatiguent la maison sans que nous nous en rendions compte. Et je te parle en tant que femme, en tant que maîtresse de maison et en tant que quelqu'un qui, un jour, a regardé autour d'elle et a pensé « Pourquoi ma maison m'épuise si je passe tant de temps à en prendre soin ?» L'une de ces habitudes, c'est de nettoyer sans fermer les cycles. Nettoyer sans fermer les cycles est l'une des habitudes qui m'a généré le plus de fatigue pendant des années, et je ne m'en rendais pas compte. Je pensais être productive parce que je faisais beaucoup de choses. Je passais un chiffon ici, je bougeais quelque chose là, je rangeais un peu plus loin. Mais à la fin de la journée, la maison continuait à avoir le même aspect. Et moi, je finissais épuisé, avec une étrange sensation de n'avoir rien fait. Ce qui se passe, c'est que lorsque je commence quelque chose et que je ne le termine pas, mon cerveau ne se repose pas. Il reste en alerte. C'est comme si la maison me parlait tout le temps. N'oublie pas moi, il manque ça, tu n'as pas fini ceci. Chaque chose à moitié faite est une charge mentale ouverte. Et quand on vit de nombreuses années ainsi, on s'habitue à cette sensation de tâche en suspens permanente. Mais ce n'est pas normal, ça épuise. Je me suis rendu compte que je nettoyais comme je vivais, en m'interrompant, en me remettant à plus tard, en laissant pour après. Je commençais la cuisine, je voyais quelque chose de déplacé dans le salon, j'allais là-bas, puis je me rappelais la salle de bain, et ainsi je sautais d'un espace à l'autre. Le problème n'était pas le désordre, c'était la façon dont je me déplaçais à l'intérieur de ma propre maison. Je n'arrivais jamais à ressentir de satisfaction, seulement de la fatigue. Et ici vient quelque chose de très important que presque personne ne dit. Le cerveau ne se motive pas avec l'effort, il se motive avec la clôture. Pas avec « j'ai fait un peu », mais avec « j'ai terminé quelque chose ». C'est pour ça que, même si nous nettoyons 2 heures en sautant d'une chose à l'autre, nous finissons plus frustrés que si nous avions rangé seulement un tiroir complet. Quand j'ai compris ça, j'ai complètement changé ma manière de nettoyer. J'ai cessé de penser à la maison entière et j'ai commencé à penser en petits cycles. Je me disais, aujourd'hui seulement ce tiroir, et rien de plus. Je le vidais, je le nettoyais, je décidais ce qui restait et ce qui partait, je le rangeais. Et quand je le fermais, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. Une sensation de « c'est prêt ». Cette petite clôture disait à mon esprit « tu peux te reposer ». Et même si ça semble exagéré, ce repos se sent dans le corps. Moins de tension dans les épaules, moins d'urgence, moins de bruit intérieur. Ce n'était pas seulement un tiroir rangé, c'était une inquiétude de moins flottant dans ma tête. Avec le temps, j'ai compris que vivre entouré de choses à moitié rangées, c'est comme vivre avec beaucoup de conversations inachevées. Rien ne se termine, rien ne se résout. Et c'est pour ça que beaucoup de maîtresses de maison de plus de 50 ans ressentent que la maison n'est jamais bien, même si nous nettoyons tous les jours. Aujourd'hui je fais moins, mais je termine. Si j'ai peu de temps, je ne commence pas 10 choses. J'en commence une seule et je la ferme. Une surface réellement propre. Un espace réellement terminé. Et ça, même si ça paraît petit, change complètement la relation avec la maison. Parce que l'ordre, ce n'est pas faire beaucoup. L'ordre, c'est fermer. Et quand tu commences à fermer des cycles dans la maison, sans t'en rendre compte, tu commences aussi à fermer des cycles à l'intérieur. Et crois-moi, cette sensation de clôture, de soulagement, de paix, vaut bien plus qu'une maison impeccable qui ne se sent jamais terminée. Une autre mauvaise habitude très courante, c'est de ranger selon l'apparence et non selon l'usage. Pendant des années j'ai cru que bien ranger, c'était que la maison ait l'air jolie. Que les choses restent égales, alignées, cachées, comme si quelqu'un allait venir inspecter. Et sans m'en rendre compte, je rangeais pour les yeux, pas pour la vie réelle. Tout avait l'air beau pendant un moment, mais peu après le désordre revenait, et je me culpabilisais en pensant que je n'étais pas constante. Ce que je n'ai jamais compris jusqu'à beaucoup plus tard, c'est que le désordre n'apparaissait pas parce que j'étais désordonnée, mais parce que je me battais contre mon propre corps. Je rangeais des choses là où elles faisaient bien, pas là où je les utilisais vraiment. Alors chaque fois que je cuisinais, je me baissais trop, je marchais trop, j'ouvrais des tiroirs inconfortables. Et le corps, qui est sage, commençait à laisser les choses là où il pouvait, pas là où moi j'avais décidé qu'elles soient jolies. C'est pour ça que souvent nous laissons des choses sur la table, sur le plan de travail, sur la chaise. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la fatigue. C'est le corps qui dit « jusqu'ici j'arrive ». Et quand nous n'écoutons pas ça, le désordre devient automatique, presque inévitable. Le jour où j'ai commencé à m'observer, tout a changé. Pas en observant la maison, mais en m'observant moi. J'ai regardé où je pose le verre dès que je finis de boire de l'eau, où je pose le sac quand j'arrive, où je laisse les clés sans y penser. Là j'ai compris quelque chose de très important. Le corps a déjà décidé l'ordre,
Seulement moi je ne le respectais pas. Alors j'ai arrêté d'imposer des endroits jolis, et j'ai commencé à créer des endroits confortables. Si je laissais toujours les clés près de la porte, c'était leur maison. Si je posais toujours quelque chose dans un certain coin, ce coin avait besoin d'un plateau, pas d'une bataille quotidienne avec moi-même. À notre âge, ranger doit être bienveillant. Nous ne pouvons pas continuer à concevoir des maisons comme si nous avions 20 ans. Le vrai ordre est celui qui se maintient sans effort, pas celui qui se casse tous les 2 jours. Et ça n'arrive que lorsque l'ordre accompagne les mouvements naturels du corps. Aujourd'hui ma maison ne ressemble pas à un magazine, mais elle fonctionne. Je n'ai pas à penser où va chaque chose, je n'ai pas à me forcer. Tout coule. Et quand quelque chose se remet en désordre, je ne me fâche plus, j'observe, j'ajuste et c'est tout. Parce que le vrai ordre n'est pas esthétique, il est pratique. Il ne se voit pas parfait, il se vit mieux. Et quand tu arrêtes de ranger pour que ça fasse joli et que tu commences à ranger pour que ce soit facile, le désordre cesse de te poursuivre. Et la maison commence à t'aider. Une autre habitude dont on parle peu, c'est de nettoyer quand je suis déjà émotionnellement fatigué. Pendant longtemps j'ai utilisé le ménage comme une forme d'échappatoire. Quand j'étais triste, quand quelque chose me faisait mal à l'intérieur, quand je me sentais dépassé, je me mettais à ranger. Je pensais que ça allait me calmer, que bouger des choses allait mettre de l'ordre dans ma tête. Mais ce que je ne voyais pas, c'est que je le faisais presque toujours quand j'étais déjà émotionnellement épuisé. Et ranger depuis l'épuisement ne calme pas, ça punit. Le corps est fatigué, l'esprit est saturé, et malgré ça on s'exige. Je commence à nettoyer avec de la rage, avec précipitation, avec culpabilité. Rien ne me paraît suffisant, tout m'agace, et n'importe quelle chose hors de place ressemble à une provocation. Là, le ménage cesse d'être du soin et devient un reproche silencieux envers soi-même. Quand je range comme ça, je ne prends pas de bonnes décisions. Je mets des choses là où elles ne vont pas, je mélange, je pousse, je cache. Je ne range pas, je couvre. Et le lendemain, quand je revois cet espace, ça ne me donne pas de tranquillité, ça me donne plus de fatigue. Parce que le désordre émotionnel est toujours là, seulement maintenant il est déguisé en rangement rapide. Avec le temps j'ai compris quelque chose de très important. L'ordre a besoin de clarté, pas seulement de volonté. Il a besoin d'un esprit plus ou moins calme, même si ce n'est que quelques minutes. Il ne faut pas être heureuse, juste un peu plus présente. Parce que ranger, c'est décider, et quand je suis émotionnellement fatigué, décider devient très difficile. Alors j'ai changé quelque chose de petit mais décisif. J'ai arrêté de ranger quand j'étais à bout. Dans ces moments-là, je fais le minimum pour survivre, pas pour améliorer la maison. Je m'assieds, je bois de l'eau, je respire, ou je laisse simplement tout comme c'est. Et quand je sens ne serait-ce qu'un peu de clarté, même si ce n'est que 10 minutes, là oui je range. Et il se passe quelque chose de curieux. Dans ces brefs moments de lucidité, je range mieux, plus vite et avec moins d'efforts. Je prends de meilleures décisions, je vois des solutions simples, je ne me fâche pas contre moi. Et cet ordre-là se maintient, parce qu'il est né du soin, pas de la punition. Aujourd'hui je sais que la maison n'a pas besoin que je me sacrifie. Elle a besoin que je sois bien. Et j'ai appris à m'écouter. Si je suis très fatigué à l'intérieur, je ne range pas, je prends soin de moi. Parce que ranger avec la tête fatiguée finit toujours mal. Mais ranger avec un tout petit peu de calme, même si c'est peu de temps, peut changer complètement la façon dont la maison se sent et la façon dont je me sens moi à l'intérieur d'elle. Et ça, à cet âge, ce n'est plus un luxe. C'est une forme de respect envers soi-même. Une autre habitude silencieuse, c'est de continuer à utiliser des systèmes qui ne vont plus avec mon âge. Pendant longtemps j'ai pensé que si quelque chose me coûtait, c'était parce que j'échouais. Si je ne voulais pas me baisser, si j'évitais de monter sur une chaise, si je laissais des choses dehors parce que je les rangerais après, je me disais à moi-même que j'étais paresseuse. Mais ce n'était pas de la paresse. C'était le corps qui changeait, et moi qui refusais de l'écouter. Je continuais à utiliser la maison comme si j'avais 20 ans. Des tiroirs en bas qui obligent à plier le dos, des étagères si hautes qu'elles font peur, des boîtes lourdes qu'il faut déplacer avec effort. Avant je pouvais le faire sans y penser, maintenant chaque mouvement me le fait payer. Et le corps, quand quelque chose lui coûte, cherche des raccourcis. Il commence à éviter. Et là naît le désordre. Parce que quand ranger quelque chose implique douleur, insécurité ou fatigue, le corps ne le fait tout simplement pas. Il le laisse prêt, il le pose, il le remet à plus tard. Pas parce qu'il veut, mais parce qu'il a besoin de se protéger. Et si on ne comprend pas ça, on finit par se battre tous les jours avec la maison, et avec soi-même. Le changement est venu quand j'ai arrêté de m'exiger et que j'ai commencé à adapter. Je me suis rendu compte que le problème n'était pas moi, c'était le système. Alors j'ai pris une décision importante. La maison devait s'ajuster à mon âge, pas l'inverse. J'ai commencé par quelque chose de très simple, ce que j'utilise tous les jours, à la hauteur de mes yeux et de mes mains. Sans me baisser,
sans m'étirer, sans effort. Et rien qu'avec ça, l'ordre a commencé à se maintenir tout seul. Parce que quand quelque chose est facile à ranger, on le range. C'est aussi simple que ça. Les étagères hautes sont restées pour des choses légères ou que j'utilise très peu. Les tiroirs bas, seulement pour des choses qui ne pèsent pas. Les grandes boîtes ont disparu ou se sont transformées en plusieurs petites. Et soudain, ranger a cessé d'être une charge. À notre âge, l'ordre ne peut pas dépendre de la force ni du sacrifice. Il doit dépendre de l'intelligence et du respect. Il ne s'agit pas d'avoir moins d'énergie, il s'agit de mieux l'utiliser. Aujourd'hui ma maison est plus confortable, plus douce, et curieusement, plus ordonnée. Pas parce que je nettoie plus, mais parce qu'elle ne m'exige plus ce que mon corps ne veut pas donner. Et quand tu arrêtes de lutter contre ton corps et que tu commences à l'écouter, le désordre cesse d'être un problème. Et la maison recommence à se sentir comme un endroit sûr. Une autre mauvaise habitude, c'est d'accumuler des objets qui représentent une ancienne version de moi. Pendant des années j'ai vécu avec des choses qui ne me représentaient plus, mais qui continuaient à occuper de l'espace dans ma maison et dans ma tête. Des vêtements d'une étape où j'étais une autre personne, des ustensiles de quand la maison était pleine, des objets pensés pour une vie plus bruyante, plus intense, plus exigeante. Et je me disais que je les gardais par nostalgie, par souvenir, par affection. Mais avec le temps j'ai compris que ce n'était pas seulement ça. C'était une difficulté très profonde à accepter que ma vie avait changé. Chaque fois que j'ouvrais une armoire pleine de vêtements que je n'utilise plus, je ne ressentais pas de tendresse, je ressentais du poids. Pas parce que ces objets étaient mauvais, mais parce qu'ils me rappelaient constamment une version de moi qui n'existait plus. Et ça fatigue. Ça fatigue plus qu'on ne le croit. C'est comme vivre entouré d'attentes anciennes, d'exigences qui ne correspondent plus au présent. Ça arrivait aussi avec la cuisine. De grandes casseroles, trop d'assiettes, des choses pensées pour une maison pleine de gens, alors qu'aujourd'hui nous sommes moins. Et sans m'en rendre compte, j'organisais mon foyer pour une vie que je ne vivais plus. Ce n'est pas de l'ordre, c'est rester coincé dans le passé. Le problème, c'est que ce type d'accumulation ne se voit pas comme un désordre commun. Personne ne te dit « ça, c'est en trop », parce que tout semble avoir du sens. Mais émotionnellement, l'impact est énorme. Chaque objet d'une vie antérieure occupe de l'espace physique, oui, mais il occupe aussi de l'espace émotionnel. Il t'exige, il te rappelle, il te compare. La solution n'a pas été de tout jeter d'un coup, ni de le faire avec froideur. Ça a été quelque chose de bien plus profond. Accepter qu'aujourd'hui je suis différente. Que mes rythmes ont changé, que mes besoins sont autres, que ma maison n'a plus à soutenir d'anciennes versions de moi pour valider qui je suis aujourd'hui. Quand j'ai commencé à lâcher, je n'ai pas ressenti de perte. J'ai ressenti du soulagement. J'ai senti que la maison respirait avec moi. J'ai cessé de vivre entouré de « avant » et j'ai commencé à construire un foyer accordé à mon présent. Plus simple, plus léger, plus honnête. Parce que la maison aussi vieillit avec nous. Et elle a le droit de changer. De refléter la femme que je suis aujourd'hui, pas celle que j'étais il y a 20 ans. Et quand tu acceptes ça, l'ordre cesse de faire mal, et commence à guérir. Une autre habitude peu mentionnée, c'est de ne pas décider. Nous laissons les choses en suspens. Pendant longtemps je pensais que le problème de ma maison était la quantité de choses, mais avec les années j'ai compris que le vrai problème était l'indécision. J'avais des objets que je n'utilisais pas, dont je n'avais pas besoin, mais que je n'osais pas lâcher non plus. Je ne les jetais pas, mais je ne les intégrais pas non plus à ma vie. Je les laissais dans un endroit intermédiaire, dans cet espace inconfortable du « en suspens ». Et sans m'en rendre compte, ma maison s'est remplie de choses sans destination. Ces choses n'étaient pas là par utilité, elles étaient là par doute. Doute de savoir si un jour elles serviront, de savoir si je le regretterai, de savoir si je suis injuste en les laissant partir. Et chacune de ces doutes occupe de la place. Pas seulement dans les tiroirs, mais dans la tête. Parce que chaque fois que je vois quelque chose que je n'ai pas décidé, mon esprit rouvre cette question en attente. Et ainsi, sans le remarquer, la maison devient un endroit plein de décisions inachevées. Les fameuses boîtes de « je verrai après » sont le meilleur exemple de ça. Elles ont l'air ordonnées, mais en réalité c'est une manière élégante de repousser. Ce sont des promesses que nous ne tenons jamais. Et chaque fois que nous les déplaçons d'un côté à l'autre, nous déplaçons aussi l'inconfort de ne pas avoir décidé. Avec le temps j'ai compris quelque chose de très libérateur. Décider fatigue moins que douter. Même si au début ça fait peur, une décision claire libère de l'énergie. Alors j'ai commencé à pratiquer quelque chose de très simple mais puissant. Chaque objet n'a que deux options, il reste ou il part. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas de boîte de doute. Il n'y a pas de « au cas où ». Et en commençant à décider plus vite, il s'est passé quelque chose d'inattendu. La maison est devenue plus légère, mais surtout, mon esprit aussi. Je n'étais plus entouré de questions sans réponse.
Chaque chose avait une place claire ou n'était plus là. Et ça donne une paix qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne l'a pas vécue. Aujourd'hui, je sais que le doute s'allie aussi. Ça ne se voit pas comme de la poussière, mais ça pèse pareil. Et quand tu commences à décider avec fermeté et affection, l'ordre cesse d'être une lutte, et se transforme en clarté. Une autre mauvaise habitude, c'est de nettoyer depuis la culpabilité. Pendant longtemps, j'ai nettoyé ma maison depuis la culpabilité. Pas depuis l'envie d'en prendre soin, mais depuis une voix intérieure qui me répétait constamment que je devrais mieux faire. Elle me disait, avant je le faisais plus vite, avant ça ne s'accumulait pas, comment ai-je laissé arriver ça à ce point? Et chaque fois que je prenais un chiffon ou que j'ouvrais un tiroir, je ne le faisais pas calmement, je le faisais avec reproche. Nettoyer depuis la culpabilité est très épuisant, parce que ce n'est jamais suffisant. Même si tu ranges, même si tu nettoies, même si tu avances, cette voix intérieure trouve toujours quelque chose de plus à critiquer. Elle ne célèbre pas ce que tu as fait, elle ne fait que signaler ce qui manque. Et ainsi, la maison cesse d'être un lieu de soins et devient une preuve constante de tout ce que tu crois ne plus bien faire. Cette culpabilité n'apparaît pas seule. Elle vient chargée de comparaisons avec le passé, avec d'autres femmes, avec une version de nous-mêmes qui avait plus d'énergie, moins de préoccupations, un autre rythme. Et sans nous en rendre compte, nous exigeons de notre présent ce qui ne correspond plus. Ça paralyse. Parce que quand tu sens que tu n'y arrives jamais, l'élan de ranger s'éteint. Je me suis rendu compte que quand je nettoyais depuis la culpabilité, je prenais de mauvaises décisions. Je me dépêchais, je cachais des choses, je faisais tout avec tension. Je ne rangeais pas pour mieux vivre, je rangeais pour faire taire cette voix intérieure pendant un moment. Et ça ne fonctionne jamais. Le vrai changement est venu quand j'ai commencé à me parler autrement. Quand, au lieu de me reprocher, j'ai commencé à me dire « je fais ce que je peux aujourd'hui ». Et ça suffit. Pas comme une résignation, mais comme du respect. Respect pour mon âge, pour mon énergie, pour mon histoire. À partir de ce moment, l'ordre a commencé à se maintenir. Parce qu'il ne naissait plus de la punition, il naissait du soin. Je ne nettoyais plus pour prouver quoi que ce soit, je nettoyais pour me sentir mieux. Et ça change complètement la relation avec la maison. Aujourd'hui, je sais que le vrai ordre ne se maintient pas avec culpabilité, il se maintient avec affection. Et qu'une maison soignée n'a pas besoin de perfection, elle a besoin d'une maîtresse de maison qui se traite avec le même respect que celui avec lequel elle traite les autres. Une autre habitude cachée, c'est de garder des choses pour des personnes qui ne vivent plus dans la maison. Pendant de nombreuses années, ma maison a été organisée pour des personnes qui n'y vivaient plus. Et je ne m'en rendais pas compte. J'avais des lits prêts, de la vaisselle gardée, des armoires pleines, des espaces réservés, au cas où ils viennent, au cas où ils reviennent, au cas où un jour. Des enfants qui ont déjà fait leur vie, des visites qui viennent de temps en temps, des moments qui ne sont plus quotidiens, mais qui continuaient à occuper de la place tous les jours. Et ça pèse. Ça pèse plus qu'on ne le croit. Parce que ce n'est pas seulement de l'espace physique, c'est une façon de rester arrêté dans une étape qui est déjà passée. Chaque objet gardé pour quelqu'un qui ne vit plus là est un rappel silencieux de ce qui a été. Et sans nous en rendre compte, la maison devient une sorte de musée du passé, au lieu d'un lieu vivant pour le présent. Je pensais que c'était de l'amour, que c'était être prête, que c'était être une bonne mère, une bonne hôtesse. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait aussi de la peur. Peur de lâcher, d'accepter que la maison est maintenant plus silencieuse, que la vie a changé. Et cette peur se traduit en accumulation. Le problème, c'est qu'une maison organisée pour des personnes absentes se sent grande, vide et difficile à entretenir. Parce que tu nettoies, tu ranges et tu prends soin d'espaces que tu utilises à peine. Et ça fatigue. Ça fatigue physiquement et émotionnellement. C'est comme si chaque jour tu soutenais une vie qui n'existe plus. Le changement a été très fort pour moi. Décider de réorganiser la maison en pensant seulement à ceux qui vivent aujourd'hui ici. Ce n'était pas facile. Il y a eu des émotions, des souvenirs, des pauses. Mais c'était libérateur. J'ai commencé à réduire ce qui était pensé pour les autres et à adapter les espaces à ma réalité actuelle. À mon rythme, à mes besoins, à ma tranquillité. Et quelque chose de très important, je n'ai pas jeté les souvenirs. Je n'ai pas supprimé la mémoire. Je l'ai simplement mise à sa place. Parce qu'une chose est de se souvenir et une autre, très différente, est de vivre entouré d'absence. Les souvenirs se gardent avec amour, on ne les utilise pas comme structure quotidienne de la maison. Aujourd'hui mon foyer se sent plus petit, plus accueillant, plus gérable. Il ne m'exige plus d'entretenir des espaces que je n'utilise pas. Et curieusement, quand quelqu'un vient en visite, tout coule mieux. Parce que la maison est vivante, pas figée. J'ai compris qu'aimer, ce n'est pas tout conserver intact. Aimer, c'est aussi permettre à la maison de changer avec la vie. Et quand tu réorganises en pensant au présent, la maison cesse de regarder en arrière. Et recommence à t'accompagner vers l'avant.
Et la dernière habitude, la plus profonde, c'est de croire que le désordre se règle en achetant des organiseurs. Pendant longtemps j'ai cru que le problème de ma maison, c'est qu'il me manquait des organiseurs. Je voyais des boîtes, des paniers, des séparateurs, et je pensais que si j'achetais le bon, enfin tout allait s'emboîter. Et je n'ai pas été la seule. On nous a appris, à beaucoup d'entre nous, que ranger c'est mieux arranger, pas questionner ce que nous avons. Alors j'achetais, je rangeais, j'empilais, et le désordre revenait toujours. Ce que je ne comprenais pas, c'est qu'aucun organisateur ne peut résoudre le manque de décision. Quand il y a trop de choses, n'importe quel système s'effondre. Les organiseurs ne font que ranger ce que tu as déjà décidé de garder. S'il n'y a pas de clarté, tu ne fais qu'emballer le problème d'une façon plus jolie. Avec le temps, je me suis rendu compte de quelque chose de très simple et très fort. D'abord on vide, ensuite on range. Pas l'inverse. Vider est inconfortable, parce que ça t'oblige à regarder, à décider, à lâcher. Mais c'est aussi libérateur. Chaque chose qui sort est de l'espace qui recommence à respirer. Quand j'ai commencé à vider avant de ranger, il s'est passé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Les organiseurs ont cessé d'être nécessaires. Ou j'en ai utilisé beaucoup moins. Parce que quand il y a moins de choses, tout trouve sa place de façon naturelle. L'espace s'ouvre, la maison s'allège, l'esprit se calme. Là j'ai compris que le vrai ordre ne s'achète pas. Il se construit. Avec des décisions, avec de l'honnêteté, avec du respect pour la vie que nous menons aujourd'hui. Et que moins de choses ne signifie pas moins de foyers. Ça signifie plus de paix. Aujourd'hui, chaque fois que je ressens l'envie d'acheter un organisateur, je me pose une question simple. Qu'est-ce que je pourrais lâcher avant? Parce que je sais que la paix n'est pas dans additionner, elle est d'en choisir. Et quand tu choisis moins, la maison cesse de te demander autant. Et commence à te rendre de la tranquillité. Et si cette vidéo t'a remué un peu à l'intérieur, crois-moi que ce n'est pas un hasard. À cette étape de la vie, nous ne sommes plus en train de ranger pour impressionner qui que ce soit, ni pour satisfaire des attentes qui ne nous appartiennent plus. Nous rangeons pour pouvoir mieux respirer, pour bouger avec plus de calme, pour nous sentir à l'aise dans l'endroit où nous passons une grande partie de nos journées. À notre âge, l'ordre a cessé d'être esthétique et s'est transformé en bien-être. Parce que quand nous commençons à respecter notre énergie, nous cessons d'exiger du corps ce qu'il ne veut plus donner. Quand nous respectons notre histoire, nous cessons de vivre entourés d'anciennes versions de nous-mêmes. Et quand nous respectons notre présent, la maison s'ajuste à la vie réelle, pas à une idée parfaite qui n'est jamais atteinte. C'est là que se produit le vrai changement. La maison cesse de se sentir comme une obligation, comme une tâche éternelle qui ne se termine jamais. Elle cesse d'être un poids. Et peu à peu elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un refuge, un soutien, un lieu qui prend soin de nous autant que nous en prenons soin. Et ça n'est pas seulement de l'ordre. Ça, c'est un foyer.